Les opérations intégrées de captage, stockage et valorisation du CO2 en cours et en projet en Europe. Je suis Isabelle Tchernirovski, en charge du développement de ces technologies au BRGM, le Service géologique national. Je suis aussi présidente émérite de l'association CO2 Géonet, le réseau d'excellence européen sur le stockage de CO2. Et je suis coordinatrice du nœud français d'Excel, l'infrastructure européenne de recherche sur ces technologies. Alors, tout a commencé en 1993, c'était le début des recherches sur cette technologie en Europe. Ce graphique vous montre les principaux événements qui accompagnent le développement de cette technologie en Europe. Et la base du graphique montre les événements importants qui ont lieu dans le monde. Alors, en Europe, en 1996, nous avons eu le premier projet de stockage de CO2 sous la mer du Nord en Norvège, projet Sleipner. En 2005, le fait marquant, c'est le rapport du GIEC, le rapport spécial sur le CCS. En 2008, il y a eu une déclaration du G8 pour faire émerger des démonstrateurs de captage et stockage de CO2. En 2008, on a eu la création d'ailleurs de l'association CO2 Géonet. En 2009, un fait important a été la directive européenne sur le stockage géologique de CO2. Puis en 2009 et 2010, on a eu les premiers appels à projets pour financer des démonstrateurs sur le sujet. D'ailleurs, ces démonstrateurs, le but, c'était d'avoir une douzaine de démonstrateurs de taille industrielle en 2015 et 2020 en opération pour viser un déploiement industriel de la technologie à partir de 2020. Ce graphique représente la situation en 2014. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en 2020? Nous avons uniquement 2 opérations de taille industrielle en Europe qui sont en fonctionnement. Les 2 sont en Norvège. Et puisqu'il existe une taxe carbone en Norvège qui a facilité les choses. Depuis la fin de l'année 2015, grâce à la COP21 et à l'accord de Paris sur le climat, on note un regain d'intérêt sur ces technologies. D'une part parce qu'il y a eu vraiment une volonté internationale de limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés, mais aussi un consensus pour dire qu'il fallait arriver à un équilibre entre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre et leur piégeage par des puits dans la seconde moitié du siècle. C'est ce qu'on appelle en fait la neutralité carbone. Donc les pays doivent tous les 5 ans faire part de leur plan d'action pour lutter contre le réchauffement climatique et indiquer les actions de remédiation qu'ils vont mettre en œuvre. Donc tout ça appelle à un développement accru des technologies nécessaires. C'est pour ça qu'au niveau européen, en 2017, le plan européen sur les stratégies énergétiques, le 7 plan, a inclus un volet CCS et CCU, donc stockage et utilisation du CO2. Et au niveau international, la mission innovation qui a été lancée à la COP21 pour accélérer la révolution énergétique comprend aussi un gros volet sur le captage, stockage et l'utilisation du CO2. En 2019, la situation des projets dans le monde est le suivant. Vous voyez sur la carte les ronds rouges qui représentent les projets qui sont actuellement en fonctionnement ou en construction. Donc les gros ronds, ce sont les projets de taille industrielle et les petits ronds, les petits points, ce sont les pilotes à petite échelle. En bleu, vous avez les projets qui sont en préparation dans le monde. Donc, chacun de ces projets stocke de l'ordre de 1 million de tonnes de CO2 par an. Là, je parle des gros ronds. Ils sont adossés à la fois à des centrales de production d'électricité, mais aussi à toutes sortes de types d'industries. Et les stockages ont lieu
à la fois sur les continents ou ça peut être sous la mer, offshore, comme les 2 ronds rouges en Norvège. Cette figure vous montre le détail sur ces 19 projets qui sont en rouge. Vous voyez qu'ils sont essentiellement adossés à du traitement du gaz naturel, comme c'est le cas pour les 2 projets norvégiens. Et vous avez aussi 2 projets aux États-Unis qui sont associés à la production électrique à partir de charbon. 2 autres projets qui concernent la production d'engrais. 3 projets en Amérique du Nord qui concernent la production d'hydrogène. Un autre à Abu Dhabi qui concerne la production d'acier. Il y a aussi en Illinois la production chimique, c'est-à-dire d'éthanol à partir de maïs. Et puis, vous avez en bleu les projets qui sont en cours de préparation et qui vont être adossés à d'autres secteurs industriels comme la production de ciment et les incinérateurs de déchets avec le projet la Norway Full Scale. Je vais mentionner aussi, par exemple, Porthos, ici, donc je vais détailler un peu après. Sur la diapo suivante. Alors, je vais commencer par ce qui se passe en Norvège. Et outre donc les 2 projets qui sont déjà en fonctionnement, Sleipner et Snøhvit, vous avez actuellement un projet qui vise à capter le CO2 de 2 usines près d'Oslo, une cimenterie et une usine d'incinération et de valorisation énergétique des déchets. Ce CO2 va être transporté par bateau le long des côtes norvégiennes jusqu'au large de Bergen et après il va être envoyé par pipeline dans un aquifère salin profond sous la mer où il va être injecté. Donc ce projet, ce site de stockage Northern Lights est développé par Equinor, Shell et Total et il est indiqué là sur la figure de gauche et c'est un site qui est comment dire, surdimensionné parce que outre le stockage du CO2 qui provient des 2 industries près d'Oslo que j'ai citées, la Norvège envisage des plans aussi pour pouvoir accueillir du CO2 qui va être transporté en provenance d'autres installations industrielles de pays voisins, y compris le nord de la France avec Dunkerque. Voilà. Alors, il y a eu un communiqué de presse très important la fin septembre du gouvernement norvégien qui lance officiellement ce projet qu'il appelle Longship, qui concerne la partie du diagramme en haut à droite. Le gouvernement s'engage à payer 1,6 milliard d'euros, qui est 67% du coût total. Le coût total qui comprend à la fois des coûts d'investissement, de construction et puis d'opération. Et donc maintenant, ça va doit être discuté par le Parlement norvégien qui doit bien sûr approuver tout cela avant que le projet puisse rentrer dans sa phase opérationnelle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le reste de l'Europe? Là, je mentionne 2 autres projets qui viennent de faire parler d'eux tout récemment, autour de la mer du Nord aussi. Il y en a d'autres en préparation, mais je veux mentionner ceux-là. Alors, autour du port de Rotterdam, aux Pays-Bas, donc, il y a la Commission européenne vient d'allouer 102 millions d'euros pour faire émerger un projet. Alors, c'est via le fonds CEF, Mécanisme pour l'interconnexion des réseaux en Europe. Donc, ce projet va capter du CO2 qui provient de plusieurs industries du port de Rotterdam pour le transporter par pipeline jusqu'à un réservoir de gaz épuisé qui n'est pas très loin des côtes. En Angleterre aussi, il y a plusieurs projets en préparation,
dont celui mentionné ici, qui va transporter, capter du CO2 sur 2 zones industrielles d'Angleterre, Teesside et Humber, et le transporter par pipeline pour l'injecter dans des aquifères salins profonds sous la mer du Nord. Et dans le reste de l'Europe. Je vais vous illustrer ce qui se passe à travers des 4 projets de recherche en cours qui sont coordonnés par le BRGM. Alors, le premier qui se termine est dédié au stockage de CO2 onshore en Europe. Parce qu'en dehors de la mer du Nord, il y a aussi des possibilités pour stocker du CO2 proche des émetteurs sur le continent européen. Le projet Stratégie CCUS, lui, élabore des plans stratégiques pour le déploiement de la technologie dans quelques régions prometteuses du sud et de l'est de l'Europe, avec des scénarios de stockage à la fois onshore et offshore. Puis on a 2 projets financés par la région Centre-Val de Loire. Le premier, CO2 serre, qui vise à valoriser, à stocker le CO2 issu de la biomasse pour la culture sous serre. Et le projet GeoCO2, qui vise à coupler stockage CO2 et géothermie pour les petits émetteurs. Donc je vais, dans les diapos suivantes, donner quelques précisions sur tout ça, en commençant par le projet Stratégie CCUS. Donc 8 régions dans le sud et de l'est de l'Europe ont été ciblées, dont la vallée du Rhône et le bassin parisien pour la France. Pourquoi ces 8 régions? Parce que dans chacune, il existe une concentration de sites, d'usines industrielles. On sait qu'aussi localement, il y a la possibilité de faire du stockage du CO2 ou d'avoir aussi des options pour utiliser le CO2. Il y a un potentiel pour coupler la technologie avec la production et l'utilisation d'hydrogène. Et puis, sur ces secteurs, il y a eu des études préalables qui ont été faites sur lesquelles on peut déjà se baser. Et il y a aussi une certaine volonté politique. Donc, c'est les 8 pays en bleu dans lesquels des régions ont été sélectionnées et les pays en jaune sont partenaires du projet et pour aider à construire ces plans qui sont à la fois à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, le but, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire localement à l'intérieur de ces régions et puis aussi envisager des connexions entre ces régions jusqu'à l'infrastructure CCUS de la mer du Nord pour faire émerger les scénarios qui ont le plus de sens et qui sont technologiquement, économiquement et socialement les plus intéressants. Pour vous illustrer ce qui est en train d'être fait, je prends l'exemple de la vallée du Rhône ici, où sur la carte géographique sont illustrés les ronds sont les principaux émetteurs. Les émissions en 2018 se montent à 18,6 millions de tonnes de CO2 par an, dont la moitié provient d'une usine, l'usine sidérurgique d'ArcelorMittal à Fos. Les autres gros émetteurs concernent le secteur des raffineries, il y en a 2 près de Fos et 1 près de Lyon, et puis le secteur du ciment en vert sur la carte, réparti sur toute la vallée. Concernant les capacités de stockage, il y a uniquement dans le sud de la vallée du Rhône, autour de Fos-Marseille, que des études ont été menées dans le passé et 5 sites de stockage potentiels ont été mis en évidence qui pourraient stocker environ 57 millions de tonnes de CO2. Mais on n'a pas encore étudié tout le reste de la vallée, ni le potentiel qui se trouve offshore en Méditerranée. Pour les options d'utilisation de CO2, il y a plusieurs pilotes en cours pour étudier la production d'algues, la production de méthane, la production de biométhanol.
parce que l'économie circulaire est au cœur de la stratégie de ces deux régions. C'est pour ça qu'on a tous ces démonstrateurs qui sont en cours pour la partie utilisation du CO2. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que si on regarde le total des émissions de CO2 par rapport à les capacités de stockage potentielles identifiées jusqu'à présent, c'est pas énorme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a peut-être beaucoup d'autres capacités de stockage pas encore explorées. Et d'autre part, que les émissions de CO2 industrielles vont peut-être baisser aussi dans le futur grâce à tous les autres efforts qui sont faits sur, par exemple, l'amélioration de l'efficacité énergétique. Concernant le bassin parisien, enfin, l'Île-de-France, jusqu'au nord de la région Centre-Val de Loire, là, la typologie des émetteurs est très différente, puisqu'on a beaucoup plus de petits émetteurs, moyens émetteurs. On a en gros 5 millions de tonnes d'émissions en 2018, dont la moitié provient d'incinérateurs de déchets. On a aussi quelques usines chimiques et des raffineries qui produisent aussi du CO2. Quand on regarde maintenant les capacités de stockage dans ce bassin parisien, alors nous avons en rouge tous les gisements d'hydrocarbures épuisés, qui peuvent être des sources intéressantes de stockage de CO2, donc un potentiel estimé à 111 millions de tonnes, par des calculs simples volumétriques. Et on a un projet récent, France Nord, qui a étudié de manière beaucoup plus fine les capacités de stockage en aquifère salin profond dans le Trias, c'est la formation du Queper, dans 2 blocs uniquement, hein, les blocs qui sont les rectangles ici, et par des simulations dynamiques de l'injection du CO2, ils ont conclu à des capacités de stockage de 222 millions de tonnes de CO2. Donc, vous voyez que le reste des aquifères n'a pas encore été étudié en détail. Donc, vous voyez que là, il y a quand même du potentiel pour tous ces émetteurs de taille moyenne qui sont dans la région parisienne et aux alentours. Au niveau de l'utilisation du CO2, actuellement, il y a un seul projet en cours qui utilise la possibilité d'utiliser le CO2 dans les serres agricoles. Projet CO2 serre près d'Orléans. Je vous décris brièvement. C'est où là est en train d'être étudiée la faisabilité de capter le CO2 d'une centrale biomasse, la centrale de Dalkia. Utiliser ce CO2 pour les serres agricoles locales qui ont des besoins croissants pour accélérer la croissance des plantes, par le mécanisme donc, de photosynthèse, et le surplus, le stocker dans un site de stockage géologique profond à proximité. Donc ça, c'est très intéressant comme concept, parce que vous voyez que c'est déconnecté complètement de ce qui est énergie fossile, et donc ça va permettre, le CO2 qui va être stocké n'a pas une origine fossile, il provient de l'atmosphère, puisque ce sont les plantes qui l'ont capté en poussant par photosynthèse. Donc, c'est ce qu'on appelle ici un scénario qui va pouvoir retirer du CO2 de l'atmosphère, ce que le GIEC appelle les scénarios à émissions négatives. Un autre projet en cours, qui fait l'objet de nombreux développements depuis quelques années, c'est un projet qui vise à coupler stockage de CO2 et géothermie, qui est une autre énergie renouvelable. Le principe ici, c'est d'avoir donc un doublet géothermique classique, comme il en existe beaucoup dans le bassin parisien, où l'eau chaude est extraite par un puits de production pour alimenter un réseau de chaleur ou une industrie, et ensuite réinjecter, l'eau froide est réinjectée dans un puits de réinjection. Et l'idée ici, c'est en même temps qu'on réinjecte l'eau froide, réinjecter du CO2 qui est émis par une industrie proche, qui va être réinjecté sous forme entièrement dissoute et non pas sous forme dense. Donc ça, c'est un scénario qui
qui peut être très intéressant pour les petits émetteurs de CO2, puisque sa capacité est limitée à la possibilité de dissoudre le CO2 dans l'eau. Donc, pour les petits émetteurs isolés, c'est une option extrêmement intéressante à regarder. Et que, au niveau français, pour traiter nos émissions, on a 3 options qui s'offrent à nous. Les stockages massifs en mer du Nord, par exemple, ce qui peut être le cas pour tous les émetteurs du nord de la France, Dunkerque et du Havre, mais aussi, pourquoi pas, les gros émetteurs de Fos-Marseille, parce qu'on voit qu'il y a des possibilités, il y a des formations géologiques profondes sous la mer aussi du Méditerranée, et aussi en Aquitaine, aussi offshore. Mais ça n'a pas encore été étudié. Après, on peut avoir des stockages de plus petite taille onshore, notamment dans le bassin parisien, où là, plusieurs structures, à la fois dans les réservoirs d'hydrocarbures, mais aussi plusieurs structures en aquifères salins profonds ont été identifiées et déjà estimées en partie. Et dans le bassin du sud-est aussi, on sait qu'il existe onshore des gisements naturels de CO2, qui nous montrent que ces formations peuvent piéger du CO2 de manière efficace et sûre sur le très long terme. Et dans le bassin aquitain, cela a été très peu étudié. On sait que les réservoirs d'hydrocarbures, qui sont nombreux, ont une capacité de l'ordre de 560 millions de tonnes. Et il faut noter le pilote qui a eu lieu à Lac il y a quelques années, où Total a capté, transporté et injecté dans un champ de gaz déplété à 4,5 km sous terre 51 kilotonnes de CO2 en 3 ans. Puis, il y a aussi l'option en France de stocker le CO2 sous forme dissoute combinée à de la récupération de chaleur géothermique, donc dans différents endroits de la métropole qui peuvent s'y prêter. Pour aider à accélérer le développement de toute la filière et aider à l'émergence de projets industriels, une infrastructure de recherche européenne a été mise en place, dont la France est membre, aux côtés de 4 autres pays, dont la Norvège, qui héberge le siège de cette infrastructure de recherche, qui a un statut d'ERIC, statut juridique, et qui met à disposition des chercheurs et ingénieurs du monde entier, soit actuellement 77 plateformes de recherche. Donc, vous avez ici une représentation des plateformes françaises qui sont mises à disposition des chercheurs et ingénieurs. En conclusion, je dirais que le captage, stockage et utilisation du CO2 est un procédé clé pour atteindre la neutralité carbone. C'est le puits de carbone géologique. Un article qui est paru en septembre dans le journal Géosciences de l'Académie des sciences. Et la stratégie nationale bas carbone révisée en avril 2020 indique qu'il faut soutenir les développements d'unités pilotes et éventuellement commerciales de captage, stockage et d'utilisation du CO2. Le savoir-faire français est là. Tous les acteurs clés, que ce soit les industriels ou les académiques, organismes de recherche, sont regroupés au sein du club CO2. Voilà, toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse développer cette technologie, non seulement sur le sol métropolitain et français, mais aussi à l'export. Je vous remercie pour votre attention.